Alors écoutez, je vous salue tous et je voudrais, surtout remercier, le comité de nous avoir invités à participer à cette rencontre. Vraiment, c'est d'une très, très grande qualité. Je viens d'entendre des organisations, je viens d'entendre des parcours, je viens d'entendre des modes d'intervention. La dernière était, particulièrement bien ciblée. C'était, les personnes au centre, de tout, hein, et on sait à quel point c'est particulier dans notre métier. Au fond, je l'appelle comme ça parce que c'est notre boulot, on le fait, puis plus on avance dans ça, bah, plus on développe des compétences et c'est la même chose pour les milieux. Alors rapidement, hem, je vais passer cette diapositive, s'il vous plaît. On va à la suivante. Alors, nous, on a la particularité d'être le CEDA, qui est le comité d'éducation des adultes de la Petite Bourgogne et de Saint-Henri. On existe depuis 52 ans dans le sud-ouest. Et la naissance de cette organisation, ça a été une époque très houleuse. On sortait euh, de la période peut-être noire, hein, du développement du Québec. On entrait dans la modernité, disions-nous, et c'était donc une naissance du SEDA dans un milieu défavorisé, socialement et dégradé économiquement. Beaucoup d'emplois journaliers, chômage, délocalisation, des quasi-bidonvilles, vous avez dû voir des photos, et quelque chose qui a laissé, au nom de la modernisation justement des quartiers, puis de la ville de Montréal. Ça a laissé des marques très, très profondes. Il y a eu en 2 ans plus de 14 000 ménages expulsés entre 65 et 67. Ça a donné lieu, bien sûr, à des reconstructions. Euh, Mourad, en tout début, parlait du plus grand parc HLM du Canada, c'est pas faux, hein. Mais enfin, concrètement, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été poussés en dehors du quartier. Certains ne sont jamais revenus, pardon. Mais c'était lié aussi à une délocalisation importante des lieux de production, le canal Lachine fermé et d'autres lieux se développer ailleurs. Donc, on n'a plus eu besoin, à cause de cette modernisation et de cette délocalisation, on n'a plus eu besoin des gens qui étaient là. Qui étaient ces gens-là? Ben, certains sont beaucoup restés. C'était des gens parfois analphabètes, sans beaucoup de formation, des gens qui étaient à la merci, au fond, d'un modèle et d'un système, et ils se sont mis ensemble pour créer des initiatives avec l'appui aussi à l'époque de l'Église qui était en résistance, hein, et donc ça a donné lieu à d'importantes mobilisations locales. Ce qui explique un peu ce que nous sommes en fait comme organisation. On est très enraciné dans notre milieu, on travaille beaucoup avec les groupes de base, donc dans la Petite Bourgogne et dans Saint-Henri. Alors, s'il vous plaît, la suivante. Alors, je voulais vous donner cela parce que tous, on n'est pas de la même famille du communautaire, vous comprenez? Pas parce qu'on travaille direct avec les gens que automatiquement on fait tous partie des mêmes pratiques. Nous, le CEDA, on est un organisme d'action communautaire autonome et d'éducation populaire. Donc, on rassemble environ 500 membres. En ce moment, c'est un petit peu dommage parce que le membership descend un peu, mais on va entre 500 et 800 membres, ça va dépendre les belles années. On habite un vieil immeuble qui est sur la rue de Lille, peut-être que vous l'avez déjà fréquenté, c'est une ancienne école qui date de 1928, avec à l'intérieur même à la fois des organismes qui cohabitent avec nous, mais qui sont aussi des organismes qui partagent certains niveaux d'analyse de la société et de mobilisation nécessaires. On a là le PAPIR notamment, l'Audace pour l'aide sociale, bon, le PAPIR pour le logement, le Front commun des personnes assistées sociales du Québec, groupe de recherche et de formation sur la pauvreté. Donc, on a pas mal d'organisations qui, elles, sont prêtes à répondre à pas mal de besoins, parfois qui touchent la vie des gens et notamment des personnes immigrantes. Alors, on développe à l'intérieur du SEDA de multiples services à la communauté, des ateliers, loisirs, bien-être, distribution alimentaire. Je le mentionne, toutes ces choses-là, parce que c'est très important. Le SEDA, c'est un milieu de vie. Et qu'est-ce que l'on voit dans ce milieu de vie? Essentiellement des personnes qui, parfois, sont considérées comme très pauvres et carrément pauvres. Donc, on offre des services qui vont leur permettre de lutter
contre une insécurité alimentaire. Vous voyez bien ces derniers temps ce qui s'est produit dans le panier d'épicerie des gens. Ça a été une augmentation assez sévère et donc moins d'argent disponible ailleurs. Les loyers progressant, donc aussi ça cause des embouteillages dans la sortie de l'argent. Il y en a pas vraiment, quoi, en fait. Alors, on organise des ateliers, bien sûr, je vous l'ai dit, de la distribution alimentaire, des plats congelés, laboratoire informatique avec de très, très nouvelles activités désormais, là, depuis l'été dernier. On a des sorties visites, un camp d'hiver et un club énergie jeunesse qui, lui, a été fondé il y a à peu près 20 ans pour intervenir dans ce quartier, la Petite Bourgogne, où il y avait un des malheureux plus haut taux de banditisme, prostitution, vente de drogue et vraiment, en tout cas, toutes les grandes difficultés que peut connaître un milieu urbain défavorisé. Là, nous avons aussi des groupes d'alphabétisation à entrée continue, de l'immigration. On part 13 groupes maximum à temps partiel et des services individuels et services collectifs qui sont offerts. On a développé une programmation pour les aînés. On s'est aperçu que vraiment les aînés immigrants deviennent une particularité de notre société, qui sont assez délaissés et qu'on a besoin d'animer, de travailler avec des concertations locales pour agir auprès de ces personnes. Et donc, on travaille aussi, bien sûr, en concertation locale, régionale et nationale. Donc, je passerai à la suivante. Alors, c'est cet organisme qui est le CEDA, je vous le mentionnais en début de présentation, c'est un organisme d'éducation populaire et qui travaille en immigration aussi. Donc, il ne travaille pas que en immigration, hein, c'est sa particularité. Et on suit des principes de l'éducation populaire autonome. Donc, on part des gens, c'est le modèle que l'on a, même si ce n'est pas nécessairement l'interculturalisme qui rentre à l'intérieur de cela, mais ça y rentre quand même très, très bien. Partir des gens, de ce qu'ils sont, amorcer des prises de conscience par de la formation, comprendre les causes des personnes, les causes qui suggèrent des grands problèmes structurels à nos sociétés comme la pauvreté, le manque d'éducation, l'exclusion, et etc. Et aussi de développer des modalités pour s'organiser ensemble de manière à pouvoir agir et transformer idéalement la société. Bon, je ne vous dis pas que toutes ces choses-là arrivent, mais par contre, on fait quand même parler, non pas du SIDA, mais de toutes ces causes, puisqu'on agit toujours en concertation. Et bien sûr, tout cela pour dynamiser notre engagement à la fois auprès des personnes parmi les plus vulnérables et parmi les personnes qui ont des difficultés à s'intégrer dans la société. On passe à la suivante, s'il te plaît. Merci. Il y a quelque temps, on a réalisé en 2018, entre juin et décembre, une super micro-recherche. On l'a appelée micro-recherche parce qu'elle n'avait pas la densité de plusieurs quartiers pris ensemble, mais j'étais parti sur une réflexion qui disait bien qu'on avait un problème assez majeur au niveau du partage. Et donc, ce que je suis vraiment très, très si, heu, ça me plaît énormément d'entendre dire que bon, il va falloir se poser des questions et agir communément, donc tous les organismes l'ont mentionné aujourd'hui et c'est extraordinaire. Alors, cette recherche a été réalisée par Anne Martin et Tassadit Zerdani, qui sont aussi les personnes qui ont réalisé la même recherche qui a été faite au CSAI. Et je dirais que notre recherche a inspiré le CSAI pour pouvoir développer cette approche qui est une approche concertée. Alors, je vous ai mis les coordonnées, vous allez recevoir tout ça. Je suppose qu'avec le CSAI, autrement, vous pouvez toujours me rejoindre pour pouvoir obtenir tous ces renseignements-là. Sur le site Internet, c'est aussi disponible, le site Internet du CEDA. Alors, on passe à la suivante. Alors, je vous le disais tout à l'heure, on avait une question initiale qui était comment agir ensemble pour améliorer l'offre de services pour les personnes immigrantes, dans nos deux quartiers essentiellement. Alors, mais c'est une réponse qui n'est pas simple parce que de toute façon, elle touche tellement de facettes
dans l'organisation communautaire notamment. Donc, c'est la réponse, mieux connaître les personnes présentes sur le territoire, on est parti de cette hypothèse, mieux comprendre les besoins et se donner, et afin de pouvoir mieux connaître notre communauté d'organismes, et le tout pour mieux répondre aux besoins des populations locales. Alors, ça a donné quelques éléments qui se retrouvent avec beaucoup plus de précision, bien sûr, dans la recherche. On voit qu'il y a une croissance et de nouvelles populations immigrantes dans la petite Bourgogne, Saint-Henri et Griffintown. Il y a une croissance et une diversité. Ce ne sont plus les mêmes populations immigrantes, bien sûr. Les grandes vagues qui ont touché, les grandes difficultés qui ont touché le monde entier, que ce soit au niveau des guerres et etc., sont aussi responsables de ça, mais pas que. Il y a une diversité de parcours migratoires et de pays d'origine absolument dynamiques et qui ne sont pas que des réfugiés, bien sûr. Nous avons aussi de nouveaux modes d'intervention dans la recherche. On a identifié cela, de nouvelles attentes en termes de soutien à l'intégration et à la socialisation. Ça a été quand même largement discuté aujourd'hui, c'est super. Des programmes du MIFI, là, le MIFI, c'est le ministère qui nous finance tous. Alors, ce sont des programmes bonifiés. En ce sens, on parle d'élargissement de populations immigrantes. Sylvie l'a mentionné aussi, que bon, c'était vrai qu'à l'époque, et on ne parle pas de ça il y a longtemps, hein, c'était avant l'arrivée de la CAQ, donc à partir de juillet 2019, se sont implantées de nouvelles façons, de nouvelles pratiques pour le MIFI pour accepter dans les services dits reconnus toutes les personnes immigrantes, qu'elles soient là depuis 1 an ou depuis 30 ans. Donc il y a peut-être quelques limitations, mais enfin, c'est quand même cela qui s'est produit. Et à ce titre-là, je dirais qu'on a fait une sacrée avancée au Québec parce que nous, le SIDA, on avait comme particularité de travailler là, avec les non-admissibles. Et que notre financement n'était pas nécessairement reconnu, vous voyez, ce côté-là, hein, puisqu'on était payé uniquement pour les personnes admissibles. Alors ensuite de ça, bien sûr, l'accès à la francisation s'est élargi. Les intervenants multiples sont souhaités pouvoir développer des approches parfois thématiques, mais ils nous ont réclamé beaucoup de formation sur ces éléments-là. L'emploi, la communication, l'éducation, femmes, jeunesse, famille. Donc, ce sont des éléments importants. Il y a un aspect à considérer, c'est le vieillissement de la population avec des situations d'isolement notamment chez les personnes aînées immigrantes. Et ce n'est pas le cas de tous, mais bon, c'est une situation réelle qui arrive. Tout le monde n'a pas travaillé ou capitalisé toute sa vie, pas nécessairement capitalisé toute sa vie. Et lorsque les gens ont eu des situations dramatiques et des situations de pauvreté tout au long de la vie, affectées par le contexte environnemental dans lequel ils sont ou dans lequel ils arrivent au Québec, bien, effectivement, ils arrivent à l'âge de la retraite, particulièrement pauvres. Il y a une autre réalité, la gentrification des quartiers qui vient à ce moment-là embourgeoiser le quartier et on a des revenus croissants, certes, mais on a une incapacité pour les gens de se maintenir dans leur quartier. On voit là qu'il y a du travail à faire, énormément de travail à faire pour pouvoir maintenir des logements accessibles. Et ça, c'est un travail que l'on réalise avec tous les collègues qui sont en lutte pour le logement et des approches pour le logement social. Et bien sûr, la nécessité de développer de nouvelles approches d'accompagnement qui sont axées sur la prévention, l'observation, le renforcement des compétences, des savoirs, des approches attentives aux situations de vulnérabilité qui exigent de plus en plus de temps et de ressources. Et ça, à ce titre, vous voyez, pour nous, le CEDA, on est une petite équipe qui travaillons à l'immigration et toutes ces situations qui ont été relatées à travers les présentations des intervenants. On les rencontre toutes, mais effectivement, on a besoin de travailler en relation avec d'autres organismes parce qu'on couvrira jamais tout, quoi, en réalité. Merci de passer à la prochaine diapositive. Ce que l'on a vu et qu'on a vraiment constaté, puis que l'on a émis, le besoin d'être pour les personnes immigrantes, vous n'allez pas être étonné, hein, parce que c'est cela qui se dit tout le temps. Le besoin d'être accompagné dans les différentes étapes de leur intégration.
puis aussi d'avoir une compréhension globale du système, ou encore pour d'autres d'être référé. Puis d'être référé veut dire dirigé vers des ressources adéquates qui vont pouvoir les soutenir valablement. Donc, la dernière intervenante, je vous l'ai dit, m'a pas mal touché à cause de cette précision sur non pas l'aspect organisationnel, mais plutôt l'aspect humain, qui dit bien que ce besoin d'être accompagné et de l'être de manière qualitative doit être absolument mis de l'avant et reconnu absolument. Donc, il y a du décentrage à faire, bien sûr, c'est l'interculturalité hein, qui rentre là-dedans, comme Sylvie nous l'a bien présenté tout à l'heure. Alors, le besoin de trouver du travail, c'est clair que ça a été euh, émis à plus de 73%. Ça a été, dans le cadre de notre recherche, ça a été mentionné, la non-reconnaissance des compétences. Tu sais, c'est vraiment quelque chose d'assez terrifiant des fois d'arriver puis d'être une personne hyper professionnelle ou une personne de métier qui connaît sa job et qui ici est maltraité par un système. Donc il y a comme maltraité jusqu'à ce que finalement il se passe quelque chose et que les gens puissent pouvoir s'intégrer dans la juste dimension. Alors c'est sûr que les, les retombées de ne pas être reconnu sont multiples. Il y en a une particulière qui vient vous toucher, c'est de ne pas être payé à la valeur adéquate de ce que vous valez en comparaison avec une personne québécoise ou formée au Québec. Alors, il y a un boulot à faire. Ouais, on a encore beaucoup de travail à faire parce que oui, si les choses s'améliorent, elles sont loin d'être finalisées à ce chapitre-là. Là, pardon. Alors, les personnes qui nous ont répondu nous ont aussi dit qu'elles avaient besoin de bonifier leurs compétences linguistiques. Et ça, c'est pas comme parler anglais ou espagnol ou hindi. C'est pas ça, là. C'est vraiment, ils veulent maîtriser, et ça a été mentionné avec force, ils veulent maîtriser la langue du pays. Et la langue du pays, c'est pas la langue canadienne. Dans ce cas-là, c'est la langue française. Au Québec, il n'y a pas d'ambiguïté à ce sujet-là. Mais enfin, on se les fait dire, quoi. C'est quand même hyper intéressant de voir que le gouvernement a été attentif déjà aussi à ces demandes, là, puisqu'il a rendu la francisation accessible et il a trouvé des moyens pour fidéliser les gens dans leur participation, même à des formations temporaires qui sont plus longues, etc. Donc, c'est quand même à la fois notable. Et le besoin de développer un réseau social, et ça aussi, ça a été mentionné vraiment. Il ne s'agit pas d'organiser que des activités, il s'agit de voir si ces activités atteignent leur objectif qui sont de mettre en lien les gens de la société, les personnes de la société d'accueil et les personnes qui arrivent. Est-ce qu'on y arrive? Alors, on pourra dire qu'il y a de fabuleux exemples. Et ça, il faut en tenir compte parce qu'il faut vraiment continuer de vendre ce produit, entre parenthèses, au gouvernement comme étant absolument incontournable. Alors, il y a eu la demande des intervenants et intervenantes à travers cette recherche, c'était l'actualisation des compétences. Hein. Alors, la compétence interculturelle, bon, on l'a vu, hein, c'est quelque chose qui mérite d'être approfondi. Les nouveaux profils d'immigrants, qui sont-ils, ces gens qui arrivent chez nous? Ils ne sont pas juste immigrants, ils sont quelqu'un, ils viennent d'une région, ils ont une culture. Donc, ils ont besoin, les intervenants nous mentionnent qu'ils aimeraient en connaître plus sur l'immigration, ils aimeraient en connaître plus sur les droits, la protection, la complémentarité. Donc, il y a une recherche, une volonté qui est exprimée, c'est qu'il faut que les ressources d'information puissent être accessibles communément assez facilement. Quoi. Ça aussi encore, ça représente un très gros défi. Je dirais la nécessité de créer des ponts entre les différentes communautés, les rapports entre les citoyens, les acteurs communautaires, les acteurs d'immigration, favoriser des espaces de dialogue. Alors, je dirais qu'on est à l'émergence de ça. Moi, j'ai considéré, vous savez, je viens des régions, hein, et ce que je considère, c'est qu'à Montréal, on travaille pas mal en silos, là. Et les silos, ça bloque. C'est quelque chose qui n'est pas utile concrètement, là. Ça développe l'obésité organisationnelle, mais ça ne fait pas attention à ce que font les autres souvent. Là. Alors, Bernard, oui. tu es en train de péter le plafond du temps là. Oh, je m'excuse, j'ai déjà T'as bientôt dépassé le fini? limite.
Ah ben Ben, largement. je vais insister sur le dernier point, le point OK, D. ça Hein, marche. ouais, excusez-moi, là, je suis vraiment désolé, hein. Concertation et arrimage. Donc ça, là, c'est normalement là, le point central du colloque d'aujourd'hui, là. Et ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait une approche intégrée. Et une approche intégrée, c'est pas un bulldozer qui arrive dans un quartier ou dans une organisation. C'est une approche qui intègre les personnes et ça se fait de manière collective, transversale et partenariale. Et je suppose que déjà avec Sylvie, on était en train de penser à des possibles collaborations qui, elles, valorisent vraiment cette approche intégrée. Donc, plutôt que d'avoir de la concurrence, développons une vision sud-ouest respectueuse des groupes locaux et des projets, des initiatives concertées. Alors, bon, je m'excuse beaucoup. J'ai peut-être dépassé. Ben, il y en a eu qui ont eu plus de temps.